Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire organisé par Suite de Soins sur la description d'une plaie. Avant de commencer, si vous pouviez juste me faire un petit signe par écrit si vous m'entendez bien et si vous nous voyez bien, puisqu'on est deux avec Rose, juste nous confirmer que tout est bon de votre côté. Bon, ça a l'air pas trop mal. Ok, bon, bah, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, donc on va attaquer et pour les gens qui prennent en route, on vous laisse arriver tranquillement. Donc, je me présente, Géraldine Suchet, je suis infirmière DU Play et cicatrisation, formatrice et animatrice au sein du réseau Suite de Soins, coordinateur de soins spécialisés en cicatrisation. Il y a 8 mois encore, j'étais sur le terrain, comme la plupart d'entre vous, en tant qu'infirmière libérale dans un milieu rural. Et c'est durant mes années de libéral que j'ai passé mon DU Play et cicatrisation pour pouvoir répondre plus facilement à toutes les demandes de cicatrisation demandées en ville. Je suis accompagnée de Rose Penin, infirmière aussi DU Play et cicatrisation, responsable nationale pôle cicatrisation suite de soins, qui répondra à vos questions que vous pouvez poser dans l'onglet converser, sur lequel vous avez répondu comme quoi vous nous entendiez bien. Donc, n'hésitez pas et s'il nous reste du temps à la fin, on pourra revenir sur des questions plus spécifiques oralement. Voilà. Donc, nous allons aborder plus précisément la description d'une plaie qui est la base d'une prise en charge au niveau cicatrisation. Celle-ci devant être pluridisciplinaire avec un traitement des facteurs des risques, de l'étiologie pour éviter la chronicisation de la plaie. Pour ceci, il est indispensable de comprendre les mécanismes de cicatrisation, de connaître l'étiologie de la plaie, de reconnaître son stade pour adapter le bon pansement au bon moment et d'avoir un langage commun lors de la description. Et c'est ce que nous allons aborder dans ce webinaire. Alors, tout d'abord, avant de se pencher sur la plaie, on va regarder le patient parce qu'on ne soigne pas une plaie, mais on soigne un patient porteur de plaie. Et j'ai pris comme petit schéma peut-être un peu enfantin, mais qui représente bien ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on part du patient et que petit à petit, on fait le tour du patient complètement de manière à arriver sur la plaie et sa description en dernier. Il est donc important de prendre en compte, et ça fera partie de l'anamnèse au niveau de votre questionnement pour le patient, donc il sera important de prendre en compte les antécédents du patient, comme ses pathologies, diabète, insuffisance veineuse, insuffisance artérielle, les antécédents chirurgicaux, un pontage, une ablation de tumeur, éventuellement les opérations aussi pour des fractures ouvertes, puisque certaines plaies peuvent se recréer des années plus tard au niveau d'une fracture ouverte qui a été opérée. Il sera important de prendre en compte l'état général du patient. Il y aura une grande différence lors de la cicatrisation d'une plaie entre un patient en bon état général, travaillant, ou un patient déjà grabataire ou en fin de vie. L'état nutritionnel du patient sera à prendre en considération aussi avec l'hydratation, savoir si votre patient est dénutri, malnutri, et donc il sera important de collaborer avec une diététicienne sur ce plan-là, et on en revient au fait que la prise en charge d'une plaie doit être pluridisciplinaire. Plusieurs corps de métier vont s'axer autour de cette prise en charge, dont la diététicienne pour tout ce qui est bilan nutritionnel. L'âge du patient va être important dans la cicatrisation puisqu'on sait que la peau vieillit en même temps que l'âge et que l'épaisseur du derme peut diminuer de 20% avec l'âge.
et avec une diminution des glandes sudoripares et sébacées, ça entraînera une déshydratation, une sécheresse de la peau et donc votre peau sera plus fragile et sera plus difficilement cicatrisable. Avec l'âge, toutes les phases de la cicatrisation sont aussi ralenties et à cause de la diminution du flux sanguin, de l'élasticité et de la résistance de la peau. Les habitudes de vie du patient seront importantes à prendre en compte, que ce soit au niveau de sa consommation d'alcool, de tabac, de drogue, que ce soit un patient sédentaire ou sportif et aussi le métier du patient sera important à prendre en compte. On ne fera pas le même pansement chez un maçon que chez une personne retraitée qui ne bouge pas. Les traitements en cours, très importants d'un point de vue cicatrisation aussi, puisque certains traitements peuvent entraîner un retard de cicatrisation. Mais aussi, quand le patient vous donnera son traitement, il peut avoir omis de vous énumérer certains antécédents et grâce au traitement, vous pourrez vous dire qu'il a aussi, par exemple, une hypertension ou un diabète qu'il a oublié de vous donner lors du recueil des données. Les traitements pouvant entraîner un retard de cicatrisation, on retrouve les corticoïdes qui auront une activité immunodépressive. En fait, les corticoïdes, ils inhibent la prolifération fibroblastique. Les fibroblastes étant une des 2 cellules importantes dans la cicatrisation et qu'on retrouve dans le derme. Donc, les corticoïdes provoquent un ralentissement de la multiplication de cette cellule. Et ils provoquent un retard de cicatrisation, qu'il soit donné à forte dose ou à faible dose, mais sur du long terme. Le deuxième traitement qui peut provoquer un retard de cicatrisation, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui, eux, diminuent la réponse inflammatoire lors de la phase de la cicatrisation et ils diminuent aussi la synthèse du collagène, qui, elle, est aussi une protéine qui agit pour la résistance de la peau. Il faut faire attention justement avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens vendus en vente libre, comme l'ibuprofène, l'Advil, le Nurofen. Donc, des fois, les patients ne pensent pas vous en parler parce que voilà, ils sont vendus sans ordonnance, mais ils peuvent provoquer un retard de cicatrisation sur des plaies chroniques. Le troisième traitement qui va vous entraîner des retards de cicatrisation qu'il faut prendre en compte, c'est les immunodépresseurs qui, eux, peuvent majorer le risque infectieux au niveau de votre plaie. Les anticancéreux qui diminuent la multiplication cellulaire et donc provoqueront aussi un retard de cicatrisation. Et enfin, la radiothérapie qui, elle, sur du long terme, provoquera une altération des tissus au niveau de l'élasticité et de la vascularisation. Tous ces traitements, s'il y a association de plusieurs de ces traitements en même temps, votre retard de cicatrisation sera majoré. Donc vraiment, de demander le traitement à vos patients est important quand ils ont une plaie qui s'est chronicisée et qui perdure dans le temps. Ensuite, il faut demander la date et les circonstances d'apparition, la cause d'apparition. Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que c'est un ulcère dû à une insuffisance veineuse? La date d'apparition, puisqu'après, il faudra prendre en compte la date de prise en charge qui peut être différente de la date d'apparition, puisque, comme vous le savez, beaucoup de patients commencent à se soigner seuls. Et donc, il peut avoir ça peut aller de quelques semaines à quelques mois entre la date d'apparition et la date de prise en charge par un professionnel de santé. La douleur sera aussi à prendre en compte par rapport à votre plaie et la cicatrisation. Il faut savoir si c'est une douleur de fond, si elle est continue, si c'est seulement lors de la réflexion du pansement. Vous pouvez codifier son intensité avec l'EVA de 0 à 10 et vraiment savoir où est la douleur, si c'est uniquement sur la plaie ou celle-ci s'étale en périphérie
au niveau de la peau périlésionnelle, voire même plus lourd. Et enfin, on finit notre escargot avec la description de la plaie en elle-même. Mais une fois que vous avez déjà fait tout ce grand recueil de données, vous avez déjà une bonne idée de comment est votre patient et pourquoi la plaie en est à ce stade au moment où vous la prenez en charge. Avant toutefois se pencher complètement sur la plaie et avant de choisir le pansement que vous allez pouvoir adapter, on s'attarde vraiment sur l'étiologie des plaies et on corrige donc les facteurs favorisants qu'on a pu voir avant, comme la nutrition, l'hygiène de vie avec le tabac, l'alcool, la sédentarité. Et dans ce tableau, je vous ai remis les 3 principales plaies chroniques avec leur mécanisme de formation et le traitement primaire à mettre en place avant tout pansement. Tout simplement, avant de penser pansement, on pense à ce qu'il faut faire avant pour pas que la plaie perdure un temps infini. Une escarre, son mécanisme de formation, c'est une plaie de pression entre un plan dur et un plan mou. Son premier traitement, ce sera de lever l'appui, tout simplement. Vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez sur une escarre, si le patient continue d'être appuyé sur ce plan dur, l'escarre ne cicatrisera jamais. L'ulcère peut être soit d'origine vasculaire, soit d'origine artérielle. Dans le cas d'un ulcère vasculaire, il faudra mettre en place de la compression par bande. Et dans le cas d'un ulcère artériel, il faudra revasculariser avec un chirurgien vasculaire. Le mal perforant plantaire, lui, peut être une plaie d'origine neuropathique ou ischémique. Et là aussi, il faudra en mettre en charge une décharge pour supprimer la pression et plus ou moins revascularisation selon des examens approfondis par le médecin. Et nous commençons donc par le sujet de ce webinaire. Une fois qu'on a fait l'anamnèse, on se penche maintenant sur le patient. Il faudra commencer par définir à quel type de plaie nous avons affaire. L'HAS a classé les plaies dans 2 catégories, les plaies chroniques ou les plaies aiguës. La plaie aiguë, c'est comme sur la photo de gauche, c'est une dermabrasion. Donc, une plaie aiguë, c'est une plaie qui cicatrise normalement en moins de 4 semaines. Dans cette catégorie de plaies, on retrouve les plaies traumatiques, les plaies post-opératoires, les brûlures du premier degré, les gelures, les morsures, les dermabrasions. Et depuis 2011, la Haute Autorité de Santé a classé aussi dans cette catégorie de plaies aiguës les kystes sacro-coccygiens. Donc, on en a tous eu sur le terrain et vous en avez tous des kystes sacro-coccygiens à cicatriser. Et c'est une cicatrisation longue qui peut durer 2 mois, voire 3 mois, mais ça reste une cicatrisation simple. Ce n'est pas que la plaie s'est chronicisée, c'est juste que les retraits d'abcès sont très volumineux et donc ça fait des grosses cavités et donc la cicatrisation prendra longtemps. Mais ça reste une cicatrisation simple, donc c'est une plaie aiguë. À droite, vous avez une escarre et ça fait donc partie des plaies chroniques, donc une cicatrisation en plus de 4 à 6 semaines. Dans cette catégorie de plaies chroniques, on retrouve les ulcères veineux ou artériels, les escarres, les plaies du diabétique, les plaies tumorales, les brûlures second degré profond et troisième degré et les monuments d'amputation. Une fois que vous avez trouver de quel type de plaie il s'agit, il vous faudra la localiser. Donc là, sur le mannequin de gauche, nous avons une plaie du tibia droit et sur le mannequin droit, nous avons une plaie de l'omoplate droite. Juste un petit arrêt, est-ce que ça va bien pour tout le monde? C'est pas trop rapide, si vous pouvez faire juste un petit retour, ça a l'air d'être bien. Alors, on continue. Les dimensions de la plaie seront très importantes à prendre en compte dans la description de votre plaie. Ça vous donnera une première référence lors de la première réflexion de pansement et ça vous permettra de déterminer la bonne taille des dispositifs médicaux à mettre en place auprès de votre patient.
Une réévaluation régulière, toutes les semaines, tous les 10 jours, dès que vous pouvez. Pas tous les jours, ça ne sert pas à grand-chose, mais vraiment tous les 7 à 10 jours, c'est quand même bien. Une réévaluation régulière avec photo et avec mesure de la longueur et largeur grâce à des petites réglettes et de la profondeur grâce au stylet est vraiment importante et vous permettra de suivre l'évolution de la cicatrisation de votre plaie. Le stylet aussi est efficace dans la recherche des contacts osseux, dans les escarres par exemple, ou d'une éventuelle fistulisation, excusez-moi, de votre plaie. L'aspect de votre plaie, donc on va se pencher un peu plus sur ce que peut comporter votre plaie. Donc là, on retrouve de la nécrose, fibrine et de l'hyperkératose et on va se pencher un peu plus précisément sur l'échelle colorimétrique. Donc c'est une échelle internationale qui vous permet d'associer une couleur à une étape de la cicatrisation et du stade de votre plaie. On utilise donc la couleur noire pour une plaie nécrosée, la couleur jaune pour la fibrine, le rouge pour une plaie en phase de bourgeonnement, le rose pour l'épidermisation. On utilisera le blanc pour une plaie atone, et enfin, le vert sera utilisé quand votre plaie est infectée. Donc ça, c'est un langage international et commun. On va un peu plus détailler avec photo. Voilà, donc la nécrose, ça ressemble à ça. Ça a un aspect noir et sec, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est la mort tissulaire par arrêt localisé de la microcirculation sanguine. La fibrine, donc la fibrine a un aspect jaune quand elle est présente en excès, mais c'est une protéine du plasma sanguin qui contribue à la formation du caillot lors de la coagulation. Donc en fait, c'est une réaction tout à fait normale dans les phases de la cicatrisation, sauf qu'en excès, tout comme la nécrose, il faudra la détercer de manière à pouvoir obtenir le bourgeonnement de votre plaie. Donc, elle a un aspect blanc-jaune. Elle peut être soit humide ou sèche. Et vous pouvez avoir aussi une très forte adhérence au niveau de cette fibrine ou une fibrine plus filamenteuse. Ces deux stades de la plaie, nécrose et fibrine, correspondent à la première phase de la cicatrisation, qui est la phase vasculaire et inflammatoire, la phase dite de détertion. Dans la cicatrisation, on a 3 phases, donc voilà la première phase. La deuxième phase de la cicatrisation, c'est la phase proliférative et elle correspond au bourgeonnement de votre plaie avec la formation de tissus de granulation. Et donc, votre plaie a un aspect rouge. La troisième phase de la cicatrisation, c'est la phase de maturation, épidermisation. C'est à ce moment-là que votre épiderme se restaure et donc vous avez un aspect rosé. Cette phase-là peut perdurer très longtemps dans le temps, jusqu'à 18 mois, voire 2 ans. C'est pour ça qu'on préconise, après cicatrisation de la plaie, de masser les cicatrices et de les protéger du soleil pendant minimum 18 mois. Une plaie atone. Une plaie atone a un petit peu cet aspect-là, une espèce de petit film blanc, et puis c'est une plaie qui ne bouge plus. C'est une plaie qui est en retard de cicatrisation et ça a donc un petit aspect blanchâtre. Donc, sur cette plaie atone, il peut avoir en fait ce qu'on appelle le biofilm. Qui peut s'être mis en place. Le biofilm, en fait, tout simplement, c'est une adhésion de bactéries qui, normalement, circulent en temps normal lors de la cicatrisation, puisque dans toutes les plaies, on a des bactéries, pas forcément néfastes. Et du coup, ces bactéries, normalement, circulent et lors d'une plaie atone, en fait, ces bactéries adhèrent et donc ne bougent plus et c'est ce qui provoque le biofilm.
Autre particularité qu'il peut avoir lors des retards de cicatrisation et dire qu'une plaie est atone, ce sont les métalloprotéases. Les métalloprotéases, en fait, sont dans notre corps et font partie de la cicatrisation. Elles ont un rôle dans la modification de la matrice extracellulaire lors de la phase proliférative. Elles sont assez nombreuses dans tout ce qui est plaies chroniques. Par contre, si elles sont trop nombreuses, ça provoque donc un retard de cicatrisation et il existe des pansements anti-métalloprotéases. Et enfin, la dernière couleur, c'était donc le vert, et le vert qui correspond à une plaie infectée. Alors, quels sont les signes évocateurs d'une plaie infectée? Un retard de cicatrisation, une plaie qui vraiment traîne à cicatriser, une modification de la plaie, mais ça peut être une modification vraiment rapide. Vous êtes venu le lundi, votre plaie va normalement, si je peux le dire comme ça. Vous arrivez le lendemain, c'est la catastrophe. Votre plaie s'est transformée en une nuit. Le patient a très mal, il a des exudats suspects, une inflammation de la peau périlésionnelle et il peut aussi avoir une odeur nauséabonde de votre plaie. Là, il n'y a pas de doute, votre plaie est infectée. Voilà pour la colorimétrie et l'aspect de la plaie, donc avec toutes nos couleurs noir, jaune, rouge, rose, vert et blanc. Une chose importante à prendre en compte dans la description de votre plaie par rapport au pansement secondaire qui pourra être mis en place aussi, c'est les exudats. Il y aura une énorme différence par rapport à la mise en place d'un pansement si votre plaie coule ou si votre plaie ne coule pas. Et ce qui coule de cette plaie aussi pourra vous faire choisir tel ou tel pansement. Là, en l'occurrence, sur la photo, on a des exudats sanglants. On a une belle fibrine et sûrement un bel écoulement puisque la peau périlésionnelle est quand même beaucoup macérée. Donc voilà, c'est tout l'art des infirmiers, les exudats aussi, parce que donc on sait que la cicatrisation est favorisée en milieu humide et chaud, mais à nous sur le terrain de pouvoir gérer ce taux d'humidité, soit en amener, soit en retirer. Donc vos exudats peuvent être séreux, séro-sanglants, laiteux, verdâtres, purulents. Il faut essayer de les quantifier et nous, la quantification, les infirmiers, on les fait avec des plus-plus. Donc voilà, on ne va pas vous demander d'aller mettre des millilitres à chaque fois, de recueillir les exudats et de mettre des millilitres, mais avec nos petits plus-plus, on arrive à s'en sortir et de pouvoir mettre le pansement qui correspond à l'exudat qui va de faible à des super absorbants pour des exudats vraiment très importants. Il faudra aussi quand même noter si vous avez des expositions de tendons ou des expositions osseuses, ce qui peut se voir dans les escarres ou voire même dans certains ulcères. Et toujours aussi prendre en considération l'odeur que votre plaie peut dégager, puisqu'il existe aussi des pansements pouvant filtrer ces odeurs nauséabondes. Enfin, pour terminer, et tout aussi important que le reste pour déterminer le dispositif médical que vous allez devoir mettre en place, ce sont les aspects l'aspect des berges et l'aspect de la peau périlésionnelle. Donc, il faudra savoir si vos berges sont macérées ou hyperkératosiques. Dans l'un, il va falloir absorber pour établir la peau. Et dans l'autre, il faudra amener plutôt du gras de manière à pouvoir enlever toutes ces croûtes hyperkératosiques. La peau périlésionnelle, pareil, il faudra noter si elle présente une desquamation, une eczématisation, une inflammation. Si vous avez une peau périlésionnelle fragile, cela vous fera choisir entre un border ou un non-border, si vous allez devoir mettre de la bande, du filet tubulaire ou autre. Attention à certaines allergies, il y a beaucoup de pansements maintenant qui sont en silicone et il y a des patients qui font des allergies au silicone, mais ça, bon, vous le voyez assez vite. Voilà. Écoutez, donc
Voilà toutes les données qui sont à prendre en compte vraiment dans la description de votre plaie. Ça a l'air assez, ça fait un gros pavé. On pourrait croire que ça fait un gros pavé, mais bon, ça va relativement vite. Et surtout, si vous faites ça dès le départ, vous allez pouvoir vraiment choisir le bon pansement au bon moment par rapport au stade de la plaie et de la phase de cicatrisation à laquelle en est votre plaie. Donc, il nous reste 5 minutes. Alors, on a une petite question. Quoi mettre sur des berges macérées? Et ben alors, du coup, il faudra déjà voir le lit de la plaie aussi. Hein, on va revenir là-dessus. Il faudra déjà voir ce que vous allez mettre à ce niveau-là. Parce que si les berges sont macérées, ça veut aussi dire que votre lit de plaie, normalement, n'est pas sec. Mais sur des plaies, sur des berges macérées, alors après, vous avez une tonne hydrocellulaire à absorption, vous avez des absorptions moyennes ou vous avez aussi les super absorbants et des hydrofibres. Oui, et les hydrofibres aussi, type. Ouais, on peut. Ouais, donc, tout ce qui est Aquacel Extra en hydrofibres, les Biatin Fibers, les hydrofibres, donc ça, vous pouvez mettre. Et si vraiment ça coule vraiment beaucoup, si vous avez des exudats vraiment très importants et votre peau toute blanche, il va falloir mettre un super absorbant en place, type Drymax, Mextra. Vous avez le Sorbax super absorbant aussi quand vous avez des petits doutes au niveau infectieux. Donc voilà, vous avez une bonne panoplie de choses pour répondre aux macérations. Et il faudra aussi revenir sur ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire quel type de plaie on a à faire, quelle est son origine. Des berges complètement macérées, ça peut être des œdèmes qui coulent tout le temps, tout le temps, tout le temps, et du coup, une insuffisance veineuse. Du coup, il faut revoir avec le médecin traitant pour faire passer un Doppler artério-veineux et voir la mise en place de compression. Simplement, des fois, seulement la mise en place de votre compression fera que vous avez moins d'exudats. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la description d'une plaie? On fera d'autres webinaires. Voilà, on va essayer de le faire régulièrement. Là, c'est le grand premier, donc j'espère que ça se passe bien de votre côté. Et on en fera d'autres et d'autres. C'est pour ça, dès demain, vous allez recevoir un mail avec un questionnaire à remplir, avec notamment votre avis sur le webinaire que vous venez de suivre, vos commentaires, puisqu'on prend tout ce qui peut nous faire progresser, mais aussi les sujets que vous souhaiteriez voir abordés lors de prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est grâce à vous qu'on pourra faire le thème de nos prochains webinaires. Alors, une autre petite question. Une question sur la détertion mécanique quand le patient refuse. Alors, déjà, pourquoi il refuse? Qu'est-ce qui fait qu'il refuse? Est-ce que c'est qu'il a entendu dire que ça ne se faisait pas? Parce qu'on l'entend. Détertion mécanique, attention, sur prescription médicale dans les cas des patients artéritiques ou diabétiques. On pourra le revenir plus précisément lors d'un autre webinaire et sur la détertion. Il refuse parce qu'il a mal. Voilà, donc il faut aller chercher vraiment pourquoi il refuse. Et point de vue douleur, vous pouvez mettre des choses en place qui, en plus, vont vous être cotées dès le 1er juillet, puisque la mise en place d'un anesthésiant local va être cotée dès le 1er juillet. On a émis 1.1, si je me souviens bien, la mise en place de l'anesthésiant, puis vous pouvez faire le pansement derrière. Voilà, mais vraiment, s'il refuse la détertion, il faut savoir pourquoi, la première des choses. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la description? La détertion de l'hyperkératose, oui. Alors, la détertion de l'hyperkératose est importante parce que votre cicatrisation, en fait, démarre des berges, de la rétractation de la plaie, démarre des berges de la plaie. Et donc, si c'est tout hyperkératosique, votre cicatrisation ne pourra jamais démarrer. Donc, il faut graisser cette hyperkératose
et l'enlever. Alors, l'enlever, c'est pas y aller à coups de scalpel, hein, c'est déjà simplement la douche. Doucher votre jambe, sécher avec une compresse, de manière à enlever les petites croûtes. Et puis après, bah, vous pouvez y aller avec une petite curette pour enlever toute cette hyperkératose. Et là, on est déjà rentré dans un sujet d'un prochain webinaire qu'on pourra faire. On a une question sur le fait de mettre le webinaire en replay. Oui, il sera disponible en replay si vous voulez le revoir, il n'y a pas de souci. Et on va faire une deuxième session. Si certains ont attrapé le train en marche ou si vous avez des connaissances qui n'ont pas pu venir au dernier moment pour X ou X raison, on va mettre une deuxième session en place sur cette description de la plaie. Et donc, on attend vraiment vos retours et vos demandes, vos commentaires pour organiser d'autres webinaires sur d'autres sujets qui vous intéressent. Voilà, il est 14h30. Je vous remercie. Merci à tous pour votre participation. J'espère que ça a été. Pour moi, c'était une grande première. Donc, j'espère avoir été à la hauteur de vos questions, de vos attentes. Et voilà, je vous souhaite bon courage à tous et à bientôt. Au revoir.